Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live AFF. C'est le deuxième qu'on organise depuis le début du confinement pour répondre un peu aux attentes qui sont nombreuses du côté des fundraisers. On est content de vous retrouver, même si c'est très virtuel pour l'instant. On attend environ 340 personnes pour participer avec nous à ce temps d'échange. Donc, je me présente, je suis Stéphanie Hervier, je suis responsable de la programmation et des contenus à l'AFF. Vous voyez à l'écran Héloïse Martin qui travaille avec moi comme chargée de mission à l'AFF, Marine Conegero et Laure Quépès qui interviendront et que je vais présenter dans quelques instants. Peut-être le temps que tout le monde rejoigne ce live, juste vous dire qu'on est vraiment ravis de vous accueillir, que toute l'équipe de l'AFF travaille pas mal pour maintenir l'activité, que ce soit à la communication, à l'administration. Donc, on n'est que deux représentantes aujourd'hui, mais bien sûr, toute l'équipe est là. Et Yaëla Feria, la directrice, également. On est ensemble environ pour 45 minutes. Je vais vous expliquer un peu. On va d'abord donner la parole à Marine, puis ensuite à Laure pour qu'elle nous fasse toutes les deux un retour de leur expérience sur cette question qu'on a décidé d'ouvrir ensemble, qui est faut-il attendre l'après-Covid pour repenser sa stratégie de fundraising et de collecte. C'est un sujet assez large. Donc, l'idée, c'est de vous donner aussi à vous la parole. Héloïse va vous expliquer un peu les modalités. On ne peut pas mettre tout le monde à l'écran. Donc, pour faire remonter vos questions, on utilisera le petit module questions-réponses. Sur les prises de parole, on partira sur une présentation d'environ 5-10 minutes pour Marine et pour Laure, et bien sûr des temps d'échange et de questions qu'on prendra après leurs interventions. Donc Marine, merci beaucoup d'être avec nous. Tu es donc consultante et experte en collecte auprès des entreprises et des grands donateurs. Tu as une expérience de nombreuses années sur la collecte dans différentes associations, Médecins du Monde, SOSL, il y en a d'autres aussi. Et aujourd'hui, tu accompagnes en tant qu'indépendante des associations dans le développement du financement de leur projet. Et Laure Quépès est donc responsable de la philanthropie à APF France Handicap. Et tu étais précédemment responsable mécénat et partenariat à Espérance Banlieue. Et tu as suivi le certificat français du fundraising sur la promotion 2017-2018, il me semble. Voilà, les présentations sont maintenant faites. Héloïse va vous expliquer un peu comment on va procéder pour les questions-réponses. Et puis après, on laisse la parole à nos deux intervenantes. Merci et bon live à tous. Voilà, donc Héloïse Martin, moi je travaille avec Stéphanie sur la progression. Et donc, comme elle disait, c'est très simple pour poser vos questions. Vous avez un petit espace qui est en bas qui s'appelle Q&R, dans lequel vous posez vos questions. Et s'il vous plaît, juste privilégiez ce lieu pour poser des questions et pas pour converser. Donc, pour converser, vous avez un autre petit endroit avec une petite bulle. Donc là, on peut échanger si vous voulez, pas de problème. Si vous avez des petits problèmes techniques, n'hésitez pas à le mentionner dans cet espace-là. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez communiquer sur les réseaux, vous pouvez utiliser le hashtag qui a LiveAFF et puis aussi toujours le @AFF Fundraiser, bien évidemment, sur Twitter. Donc, je vais laisser la parole à Marine qui va commencer. Et donc, ensuite, ça sera Laure. Et après, on fera un temps pour les questions. Et à ce moment-là, je relayerai, moi, les questions qui reviennent le plus à Marine et à Laure. Voilà. Merci. Okay. Marine, je te laisse commencer. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je vois qu'il y a 216 participants. C'est très impressionnant. Et puis, c'est aussi assez positif parce que du coup, on peut voir qu'on se pose tous, on est nombreux en tout cas à se poser cette question. Et du coup, c'est intéressant parce que… Alors, je vais essayer de partager mon écran. Petit défi technique pour que vous voyez un petit peu les choses. Voilà, normalement c'est bon. Clac. Voilà. Donc du coup, ce qui est intéressant comme première information sur la question de faut-il repenser sa stratégie
sans attendre l'après-Covid. L'idée vraiment, et là c'est pour ça que je suis contente qu'il y ait plus de 200 personnes, c'est que je pense qu'un des éléments pour réussir à tous ensemble dépasser, c'est de s'appuyer sur cette intelligence collective et sur la communauté des fundraisers, parce que je pense que c'est aussi par là que les solutions vont émerger. Et du coup, j'en profite vraiment pour dire un grand merci à l'AFF qui fait un travail incroyable en ce moment. Donc, merci aux salariés, aux CA et aux bénévoles de l'Association française des fundraisers. Et puis, juste pour vous dire que moi, en tout cas, je suis très fière d'appartenir à cette communauté qui grandit, qui se construit. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on construit et qu'on grandit une communauté. Donc, je suis très fière de ça. Pour revenir au sujet, faut-il attendre l'après-Covid-19 pour repenser sa stratégie? Alors, la question a été volontairement posée de manière très binaire et un peu provocatrice. Donc, ma réponse le sera aussi de manière, en tout cas très franche, oui. Mon sentiment aujourd'hui, c'est que oui, on peut commencer dès maintenant à penser sa stratégie sans attendre l'après-Covid-19. Même pendant le confinement. Et puis, parce qu'on sait aussi que le Covid-19, ça va aller au-delà du confinement probablement. Donc, la question qui est peut-être plus épineuse à répondre, c'est pas tant est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas, c'est comment on fait pour faire évoluer sa stratégie quand on évolue dans un nuage d'incertitude. Incertitude parce qu'on n'a pas de bilan complet des impacts encore de la crise sanitaire actuelle sur vos collectes et sur vos organisations. Incertitude parce qu'on ne sait pas très bien ce que va donner l'après-confinement, l'après-Covid. Certains parlent beaucoup de crise économique, sociale ou environnementale. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile de se positionner quand on ne sait pas les conditions économiques et sociales et environnementales dans lesquelles on va être accueilli. Et puis, il est aussi difficile d'imaginer, de savoir quelle sera la collecte de demain, et en particulier, comment vont réagir nos donateurs, les mécènes, les fondations ou encore les entreprises. Et le dernier élément, c'est qu'il est un peu difficile aussi de faire évoluer sa stratégie quand on a une visibilité en termes de calendrier qui se joue en semaines, puisqu'on n'a pas beaucoup de visibilité là, on est à 15 jours, 3 semaines, 1 mois maximum, pour savoir ce que ça va donner, ce que vont donner les événements dans les semaines à venir. Voilà. Donc ça, c'était les difficultés. L'autre point complexe aussi pour répondre à cette question, c'est, et ça je m'en suis rendu compte en discutant avec les personnes de mon réseau, en échangeant avec vous, en lisant les articles, en échangeant aussi avec Laure ces dernières semaines. L'autre point complexe, c'est que en fait, en échangeant avec vous, je me rends compte des situations très diverses dans lesquelles on se situe. Et c'est très divers d'une organisation à une autre, selon qu'on soit par exemple proche du Covid-19 ou proche des causes comme les personnes en grande difficulté, et aussi différent en fonction de l'organisation interne dans laquelle vous vous trouvez. Donc ça, c'est la première complexité en termes de diversité. Et l'autre diversité, c'est que d'un fundraiser à l'autre, la façon de vivre le confinement, la façon de vivre la crise n'est pas la même. On n'a pas la même façon de réagir face à ce type d'événement. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a simplement une diversité à prendre en compte. Donc moi, assez rapidement, dans cette réflexion, il y a 3 idées qui ont émergé pour moi et que je partage avec vous, puisque l'objectif de cette session, c'est pas tellement que je vous délivre une solution, puisque honnêtement, je serais bien prétentieuse de prétendre en avoir, mais plutôt de faire nouer le dialogue, les interrogations, et là de vous partager mes réflexions. Donc, le premier élément, c'est d'abord qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réponse miracle, et il n'y a pas de réponse unique surtout. Et je crois qu'il faut être très humble par rapport à cette crise et par rapport aux solutions qu'on va pouvoir faire émerger tous ensemble ou individuellement, chacun dans sa structure. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai eu le réflexe de me replonger dans les fondamentaux du fundraising. Les fondamentaux du fundraising pour pouvoir restructurer ma pensée, ma façon d'appréhender la pratique de la collecte, surtout en période de crise. Donc je sais par exemple que l'AFF a mis à disposition un certain nombre de ressources comme les clés du fundraising. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se replonger dans ces éléments parce que ça fait émerger des champs qui permettent, sur lesquels on peut avoir une prise pour réfléchir un peu l'après.
dans ce nuage d'incertitude, les fondamentaux, eux, restent. Donc, c'est intéressant de pouvoir s'appuyer dessus. Et je serai un peu plus concrète par la suite. Et le troisième élément, qui est plus un élément de philosophie, je crois qu'il est, en tout cas, moi, mon approche, c'était de me dire, pour accompagner, pour conseiller aussi mes clients, c'est plutôt de nous amener à nous concentrer sur ce qu'on sait aujourd'hui, plutôt que sur ce qu'on ne sait pas. Et donc, de construire et de faire évoluer notre stratégie en fonction des éléments qu'on sait à un temps T aujourd'hui, et quitte à la faire évoluer encore demain au gré des informations qu'on pourrait avoir. Donc, en me plongeant dans les fondamentaux, je me suis rappelé, parce qu'on est souvent que dans une stratégie, il y avait deux grands pans essentiels qui étaient la prospection et la fidélisation, et que bien souvent, quand on me sollicitait ou les échanges qui partaient, parlaient surtout de la sollicitation. Est-ce que je dois aller solliciter une entreprise maintenant? Est-ce qu'il faut que j'aille solliciter mes donateurs? Est-ce qu'il faut que je les demande? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis légitime à le faire? Et ces questions étaient vraiment centrées sur la sollicitation, alors qui est une bonne question, qui est une question à se poser. Mais c'est vrai que quand on parle stratégie, et pour ouvrir un peu les chakras et le champ des possibles, on se rend compte que rien que dans la prospection, on a aussi le champ de l'information et de la sensibilisation à explorer, et qu'on peut travailler aussi dans ces temps de confinement. Et puis moi, je pense que le gros du sujet sur lequel on a des prises, sur lequel on a des certitudes, sur lequel on peut travailler, c'est la fidélisation, c'est-à-dire comment animer notre communauté de donateurs, comment créer du lien, renforcer ce lien avec ces donateurs, puisqu'on sait que souvent dans les organisations, parfois, c'est le parent pauvre des stratégies, et pour des bonnes raisons, on n'a pas le temps de le faire, ou c'est pas là-dessus qu'on a attendu, et donc on délaisse un peu cette fidélisation. Et peut-être que ce temps du confinement pourrait permettre de se replonger dans cette fidélisation, de reprendre le temps de réfléchir notre relation à nos donateurs, de redonner la place aux donateurs dans l'organigramme un peu de nos structures, pour voir émerger. Alors déjà, moi, je pense que ça permettrait de limiter l'hémorragie, de maintenir les résultats au maximum, et peut-être d'avoir de bonnes surprises et de pouvoir faire un peu évoluer et d'avoir de bons résultats en termes de collecte. En tout cas, des bonnes surprises en termes de collecte. Donc moi, j'aurais tendance à recommander de prendre ce temps du confinement pour au moins repenser sa fidélisation et la façon dont on peut l'engager en s'appuyant sur sa fidélisation pour restabiliser un petit peu sa stratégie. Et puis, ça fait écho à quelque chose dont va vous parler Laure aussi, qui a été une recommandation qui a été faite en tout démarrage de crise depuis le début par tous les fundraisers et que vous avez entendu sûrement sur le live. Prenez le temps, même dans cette crise, d'appeler vos donateurs, de garder le contact avec eux. Et je pense que moi, pour les échanges que j'ai pu avoir, ceux qui ont fait l'effort d'appeler, d'écrire, d'avoir des retours de mails, on commence déjà à avoir des éléments d'informations de la part de leurs donateurs qui leur permettent déjà de commencer à se projeter dans l'après et de voir comment adapter les messages, comment adapter les actions sur la base de choses concrètes. Voilà. Ensuite, l'autre élément que je voulais partager avec vous, c'est que je crois qu'il y aura un grand changement probablement dans la façon de piloter les stratégies de collecte, qui sera probablement plus basée sur une logique d'agilité et d'adaptabilité, comme on fait souvent en temps de crise, c'est-à-dire de piloter davantage la stratégie, non pas au jour le jour, mais en étant beaucoup plus agile et en étant en réponse aux informations qu'on a un jour J, et donc de ne pas avoir peur aussi de créer des stratégies, de réfléchir des stratégies alors qu'on n'a pas tous les éléments en main. Et c'est là où je trouve qu'on a une vraie liberté aussi, une vraie opportunité, c'est cette liberté d'expérimenter et de s'autoriser l'erreur aussi, d'avoir un droit à l'erreur. Puisque notre rôle en tant que fundraiser n'est pas forcément de tout savoir, parce qu'on ne peut pas tout savoir dans ces temps-là. En revanche, notre rôle, c'est de mesurer les risques, c'est de conseiller notre gouvernance et d'expérimenter là où on peut le faire. Donc, en fonction des organisations, la prise de risque est plus ou moins possible, mais c'est à vous de savoir mesurer ça. Mais je pense vraiment que l'expérimentation et de s'autoriser l'erreur peut permettre de trouver des bonnes solutions. Voilà. Et pour terminer sur le partage que je voulais vous donner, alors je ne sais pas si vous voyez toute la slide, mais ce n'est pas grave.
L'idée aussi, l'autre idée qu'on peut avoir pour peut-être relancer la dynamique si vous êtes un peu bloqué ou pour repenser les choses en prenant un peu de hauteur, c'est qu'il y a de réfléchir en termes de court terme et puis à long terme. Il y a des éléments de la stratégie à court terme qu'on peut facilement, ou en tout cas qu'il est assez évident de faire évoluer là dès maintenant. Laure vous donnera un exemple concret. Et puis, il y a des éléments plus de visibilité à moyen terme ou long terme qui, là, sont peut-être aussi davantage liés à une vision transversale de votre collecte et de votre organisation, et qui va être liée profondément aux orientations stratégiques de votre structure. Et donc ça, sur le long terme et le moyen terme, c'est quand même intéressant de pouvoir commencer à se positionner aujourd'hui, même en temps de confinement, même alors qu'on n'a aucune visibilité, pour commencer à entamer une réflexion avec sa direction et avec sa gouvernance. Parce qu'il est quand même, il est possible qu'à un moment donné, le fundraiser vienne se confronter aux orientations stratégiques de sa structure et aux évolutions. Prenons l'exemple d'un projet qui devait sortir à une date précise, pour lequel vous aviez prévu un certain nombre d'actions pour aller collecter. Si ce projet, du fait du Covid-19, est remis en cause, c'est toutes les actions que vous aviez prévues de mettre en place, que ce soit du crowdfunding, que ce soit une campagne grand donateur ou une campagne auprès d'entreprise, qui est de fait remise en cause. Voilà, et on peut donner des exemples concrets comme retravailler par exemple son case for support, qui est l'élément clé, mais on y reviendra peut-être pendant les questions sur lesquelles vous pourrez poser des questions sur comment concrètement on peut faire. Moi je pense par exemple que de retravailler son case for support aujourd'hui est une bonne piste de choses à faire. Voilà, mais ces réflexions sur le long terme et pour le moyen terme, elles se réfléchissent dès maintenant. Et vous allez voir avec Laure les façons dont comment elle a pu commencer à réfléchir les choses. Voilà, donc je laisse la main à Laure. Merci Marine, et puis bonjour à chacune et à chacun. Alors effectivement, moi je suis là pour vous apporter plus un éclairage de terrain, celui d'APF France Handicap, et puis plus précisément celui de mes actions et de mes réflexions en tant que responsable philanthropie. Avec 3 temps, nous on a eu le temps de la gestion de la crise, de l'urgence. Alors moi aussi je vais essayer pendant que je parle de partager du coup mon écran. Hop. Je vais essayer d'être assez concrète et rapide. Donc effectivement, le temps 1, ça a été la gestion de l'urgence avec un impact direct du Covid-19 sur la collecte qui était en cours. Alors, c'est le cas à peu près de toutes les associations qui ont des bénéficiaires qui font partie des publics les plus fragiles, dont APF France Handicap. Donc concrètement, pour aller vite, qu'est-ce qu'on a mis en place dans ce temps 1 ? Il y a eu un mailing urgence appel à dons grand public. On a répondu à des appels à projets type Fondation de France. On a fait des appels à dons en nature. Il y a eu une collecte en ligne, un site dédié pour collecter en ligne avec une campagne qui s'appelle les grands oubliés. Et puis, effectivement, tu le disais, Marine, nous, il y a des actions qui ont été mises en place spécifiques, notamment sur la fabrication de masques, de visières de protection pour nos personnels soignants dans les établissements médico-sociaux, mais à destination de tous aussi. Donc, il faut en ce moment aussi financer des projets qui n'existaient pas évidemment auparavant, et il faut les financer en urgence et de manière importante. En ce qui concerne, moi, mon périmètre plus précisément, en lien avec le marketing direct, et on ne doit pas être les seuls, il a fallu évidemment changer tout de suite le mailing IFI, que ce soit le message, le ton, le calendrier. Donc ça, c'était la première urgence. Et plus particulièrement sur les grands donateurs que je suis, j'ai fait un emailing d'appel à dons en urgence pour ceux pour qui j'avais une adresse mail, parce que je n'ai pas forcément une base très qualifiée là-dessus, mais qui était plutôt en mode test. Voilà. Moi, je suis assez vite rentrée en fait dans un temps 2, et c'est un peu le cas de tout le monde au sein d'APF, en tout cas du service collecte, qui est plutôt le temps on gère la collecte pendant ce temps de pandémie, avec un contexte que vous partagez tous, qui est celui du manque de visibilité. On manque de visibilité sur la durée de la crise, effectivement, nous, sur les conséquences que ça aura sur le terrain auprès de nos bénéficiaires, et donc peut-être avec des nouveaux besoins qui vont apparaître. Un manque de visibilité sur certains projets qui, pour l'instant, sont suspendus, en tout cas en termes de
de collecte et de financement, un manque de visibilité sur le plan de collecte en tant que tel. Nous, on a une légère pression, on va dire, en interne pour déjà essayer de faire des nouveaux prévisionnels. Moi, je pense que c'est un peu tôt et qu'il y a trop d'incertitudes pour vraiment avoir des projections sérieuses. Mais en tout cas, on nous demande de nous poser la question dès maintenant et d'y travailler. Et puis, par ailleurs, effectivement, nos donateurs sont plutôt âgés, concernés directement ou indirectement par le handicap et étant âgés, pouvant être touchés par le Covid-19. Donc, effectivement, tu en parlais au début, Marine, la question de comment on les sollicite, à quelle intensité, et puis particulièrement moi, effectivement, comment les solliciter sans que ce soit maladroit, voire très, très malvenu. Donc, moi, concrètement, ce que je mets en place en ce moment, pendant la gestion de la crise, la pandémie, en gros, jusqu'à ce qu'on puisse retourner un jour au travail, je me concentre quasiment uniquement sur du relationnel. Donc, effectivement, c'est plutôt de la fidélisation, mais pas de sollicitation, pardon. Donc, du téléphone, du courrier papier et du mail pour prendre des nouvelles et pour les informer sur nos actions, parce qu'elles sont nombreuses. Mais vraiment, ce qui est fondamental, c'est de ne pas perdre le lien et de ne pas perdre la confiance. Donc ça se fait en travaillant le relationnel. Donc effectivement, c'est l'occasion, tu le disais, en ayant les gens étant confinés, on a plus de chances de les avoir aussi au téléphone. Donc moi, ça permet aussi d'enrichir ma base sur l'âge, leur sensibilisation à la cause. Enfin voilà, je pose un certain nombre de questions, j'en profite quand c'est possible et on peut effectivement du coup enrichir un petit peu la qualification de sa base de données. Voilà, et assez vite, moi je rentre dans l'après. Alors moi, comme je suis responsable philanthropie, je suis quand même sur un temps long et par ailleurs c'est une création de poste. Je suis en poste depuis début janvier. Donc, je ne suis pas dans l'installation d'une activité qui était en cours avec des actions qui sont suspendues et qu'il faudra reprendre après. Donc, comme je suis sur un temps long, j'ai un peu plus, on va dire, j'ai moins la tête dans le guidon et je suis aussi plus à même à pouvoir me poser pour pouvoir anticiper et me dire qu'est-ce que je dois mettre en place pour être un peu dans les starting blocks quand il va falloir, quand l'activité va pouvoir reprendre de manière plus normale. Alors, ça s'articule autour de trois ou quatre grands axes. Tu l'as dit, Marine, moi, la question effectivement du discours et du case of support sur lequel je travaillais déjà, je me penche beaucoup dessus. À la fois le discours, on va dire, très général sur l'association, le discours grand donateur, mais aussi sur les projets. J'ai déjà des grands projets phares et comment intégrer le Covid-19 dans notre discours, à quel degré, est-ce qu'on doit en parler beaucoup, pas beaucoup, est-ce que ça impacte beaucoup les projets, voilà, en tout cas le discours. Mes cibles, moi je dois trouver des nouvelles cibles, ça faisait partie de toute manière des projets, mais on va dire que cette période-là est en quelque sorte bénéfique pour se pencher un peu plus rapidement sur l'identification et la qualification de cette nouvelle cible. Et puis, tu parlais de gouvernance. Une des difficultés, on va dire, au sein de l'APF, c'est effectivement de faire entendre le sujet de la collecte auprès de la direction générale et de la gouvernance. Comme en ces temps de crise, on a eu quand même pas mal de pression pour aller chercher des dons vite, pour pallier à des vrais besoins de terrain, que ça fonctionne plus ou moins bien, mais on est en action. Je pense aussi que ce sera le bon moment de profiter du post-Covid-19 en ayant montré que la collecte fonctionne et que ça peut être un axe stratégique de pouvoir bénéficier de ce temps-là pour revenir vers eux et les sensibiliser encore davantage pour pouvoir les embarquer, voilà, on va dire prolonger le mouvement et essayer de s'intéresser à la gouvernance. Voilà, moi, si dans les réflexions qu'on a, et je pense qu'en tout cas les facteurs clés de réussite pour penser l'après, c'est vraiment, tu le disais, d'intelligence collective, c'est-à-dire réfléchir tous ensemble, que moi je suis responsable philanthropie, mais il faut être en lien avec le marketing direct, avec le mécénat, évidemment avec notre directeur des ressources, pour repenser ensemble les choses, ne pas travailler en silo, se poser toutes les bonnes questions, mettre tout à plat, en mode effectivement agilité, s'adapter, pour pouvoir aller de l'avant. Et puis trouver effectivement, se poser les bonnes questions, comment prioriser nos actions, où porter les efforts en priorité, quels vont être les projets prioritaires, et puis comment innover.
comment peut-être trouver une nouvelle cible, des nouveaux canaux de collecte. Et je voudrais terminer avec une note aussi positive, puisque on sait que le coronavirus vient de Chine, donc on va essayer de parler un peu chinois, c'est une langue que vous maîtrisez tous comme moi. Alors, en fait, voilà, là je vous présente 2 caractères chinois. Le premier signifie danger, le deuxième signifie opportunité, et ces 2 caractères font un mot qui signifie crise. Donc, on voit qu'en fait, une opportunité, ça peut être une crise, ça peut être aussi une opportunité, que la sémantique chinoise, elle est plus positive, puisqu'elle présente aussi un caractère favorable à la crise pour une organisation. Et pour moi, c'est aussi le moment, on va dire, c'est ce que je disais, de se poser les bonnes questions. En ce moment, le Covid-19, ça impacte notre collecte, qui est quand même lourdement impactée, ça bouscule nos repères, ça nous plonge dans l'imprévu. C'est aussi le moment de repenser nos fondamentaux, prendre le temps d'être sur les dossiers de fond et puis peut-être essayer effectivement d'accélérer, de tester et puis de se réinventer. Moi, le premier a dit notre président à la télé et donc pourquoi pas nous. Voilà, donc à vous de nous poser, on est là pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez besoin de précision sur nos interventions, on est là aussi pour vous apporter des éléments complémentaires si vous le souhaitez. Donc voilà. Merci beaucoup, Laure. Alors, on a plusieurs questions. Je ne sais pas, Marine, si tu en as vu certaines auxquelles tu voulais répondre pendant ce temps-là. Sinon, je peux aussi en poser quelques-unes. Donc, on a une question par rapport aux moyens et plus petits donateurs. Parce que finalement, on a évoqué la relation avec les grands donateurs et avec les mécènes, mais du coup, difficile de rentrer dans une relation pour les moyens et plus petits donateurs. Comment le ressentez-vous? Voilà. Alors, attends, est-ce que tu peux répéter la question? Alors, parce que je lis en même temps, je suis désolée, comme je vois plein de questions qui apparaissent, et donc excuse-moi, Héloïse. Bien sûr. Donc, je te relis la question en entier. Si je comprends bien, pour le relationnel, ce sont des appels téléphoniques pour les mécènes et grands donateurs. Oui. Et pour la base, un mail format newsletter pour donner des infos sur l'institution. Du coup, difficile de rentrer dans une relation pour les moyens et plus petits donateurs. Comment le ressentez-vous? Oui, alors moi, pour mon témoignage, et puis Marine pourra peut-être compléter avec un éclairage en prenant peut-être plus de hauteur. Oui, effectivement, on ne peut pas appeler, nous on a une base de plus de 100 000 donateurs, on ne peut pas les appeler tous un par un. Donc sur les grands donateurs, c'est effectivement des appels, du courrier, d'information. Et pour les middle et le grand public, on reste sur du mailing, sur du digital, mais on est plutôt plus sur des grosses masses et donc moins sur un lien très personnalisé. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même fondamental parce qu'on leur donne, on a changé nos messages d'information et donc ça reste. Mais ça, j'allais dire, enfin Marine, tu confirmeras, c'est période de crise ou pas période de crise, c'est un peu c'est le cas en situation normale. On est plus en lien personnalisé avec des grands donateurs qu'avec du grand public. Oui. Et effectivement, plus sur les grands donateurs, je suis plus sur de l'information, de la prise de nouvelles, mais c'est lié aussi à un public très âgé en termes de donateurs. Et donc, on privilégie le relationnel parce que de toute manière, il faut maintenir un lien, il faut qu'on entende toujours parler de nous. Alors nous, on est en première ligne, donc on est légitime à prendre la parole et à solliciter en termes de dons, mais je pense que n'importe quelle cause est légitime aujourd'hui à appeler ses donateurs pour maintenir un lien, pour maintenir la confiance, et dire qu'on ne les oublie pas, quoi. Oui, je suis assez d'accord sur la légitimité, mais il n'y a aucune question à avoir. Par contre, là, je pense que la question, c'était comment je fais pour avoir des informations de mes petits et moyens donateurs si je n'ai pas de contact direct avec eux, ce qu'on peut avoir avec des grands donateurs. Oui. Oui. Oui, alors effectivement, vous n'allez pas pouvoir appeler toute votre base de données ou recevoir des courriers, mais avec les relations donateurs, quand vous travaillez sur du digital aussi à travers les réseaux sociaux, il y a aussi des remontées d'informations que vous pouvez avoir, des informations que vous donnez. Vous avez,
quoi qu'il arrive dans une organisation, même si vous êtes dans une logique de mailing et d'envoi massif, vous avez des retours à un moment donné de donateurs qu'il faut savoir prendre en compte. Et donc ça, c'est déjà des premières remontées que vous pouvez accrocher, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et puis après, rien ne vous empêche d'imaginer justement dans votre stratégie des éléments qui vont, parce que vous sentez que vous avez besoin de savoir comment réagit votre base de donateurs, et du coup de lancer une enquête avec des questions bien précises sur lesquelles vous voulez interroger, garder le lien avec vos donateurs, par du digital, par du mailing. C'est vous qui verrez en fonction de vos cibles aussi. Ou quid d'organiser aussi du phoning quand vous pouvez le faire dans vos structures. Donc rien ne vous interdit d'aller au-delà de ce que vous faites déjà. Au contraire, et nous, c'est poser la question effectivement du phoning et puis aussi de débloquer ou pas, alors la question n'est pas tranchée, mais un budget pour enrichir par exemple la base de données, mais effectivement envoyer des questionnaires pour poser des questions et en savoir un peu plus sur ces donateurs. Voilà, mais nous, voilà, on se pose aussi des questions sur l'enrichissement de la base de données qui a un coût. Mais est-ce que ça vaut, après, en arbitre, est-ce que ça vaut le coup d'investir pas sur ce genre de projet? Merci Marine, merci Laure. Alors, dans les questions qui reviennent, il y en a aussi qui concernent des sujets plus liés à l'éthique et à la sollicitation des entreprises. Donc voilà, des questions comme pouvons-nous débuter aujourd'hui une campagne au mécénat, sachant que nous aurons un manque de trésorerie. Est-ce indécent d'aller demander aujourd'hui de l'argent à des entreprises qui souffrent? Donc voilà, il y a des questions autour de comment aborder finalement la collecte entreprise dans cette période-là qui est incertaine aussi pour le monde de l'entreprise. Alors, sur les entreprises, et je ferai la même réponse en temps de crise qu'en temps normal, classique, on sollicite des entreprises quand on sait de quoi on a besoin. Donc ça, c'est la première question à se poser, de quoi vous avez besoin. Ça, il faut que vous le sachiez quand vous allez voir. Et ensuite, je crois qu'il faut d'abord être dans l'écoute de la situation dans laquelle se trouvent les entreprises à laquelle vous pensez. Il y a des entreprises qui vont mal et il y a des entreprises qui vont bien aussi. Il y a des secteurs sur lesquels, voilà, qui pour l'instant, on peut penser à certaines branches de l'agroalimentaire, par exemple, ou certaines branches du numérique, notamment sur le partage d'informations, le partage de contenu sur le numérique. Là, on a plutôt des secteurs qui se portent bien encore. Donc, en fonction des entreprises que vous allez viser, la réponse ne sera pas la même. Et je pense qu'avant de vous poser la question de je vais lancer tout de suite peut-être une campagne mécénat, peut-être prendre le temps encore une fois, d'interroger les structures et d'aller vers elles en prenant des nouvelles d'elles et en sachant comment elles vont, où elles en sont, qu'est-ce qu'elles comptent faire en termes de mécénat et quand est-ce qu'elles comptent, parce qu'il va y avoir probablement un temps pour les entreprises où là, elles sont en train de donner, d'être très actives dans l'urgence. Elles sont très présentes, les entreprises aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un retrait, un recul des entreprises. Par contre, il est probable qu'elles aient besoin d'un temps pour revoir elles aussi leur stratégie et revoir quel domaine stratégique elles vont conserver comme activité. Et le mécénat en fait partie et sur quel sujet elles vont réorienter leur soutien et la façon dont elles vont le faire. Donc, laissons aussi le temps d'interroger, laissons-nous le temps de discuter, de converser avec ces entreprises pour pouvoir ensuite adapter la façon dont on va nouer des nouveaux partenariats avec elles, davantage que d'aller les solliciter, mais nouer des partenariats avec elles qui vont servir et vos besoins et les leurs. D'accord, merci. Et je vois aussi qu'il y a des questions sur le message, ou en tout cas sur le message à faire passer à l'entreprise. Est-ce qu'on sollicite en disant là, ça va être très, très difficile pour nous voilà, donc je pense qu'il y a des questions, mais j'ai l'impression que tu ne proposes pas de changer de message particulier ou d'essayer de se faire plaindre, entre guillemets. Voilà. Non, alors pour ceux qui me connaissent, je préconise pas du tout de la main tendue avec la tête baissée. Non, je crois qu'on est vraiment dans la construction de partenariats avec les entreprises et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait qu'on arrive à construire des partenariats durables.
Par contre, je pense qu'il est quand même intéressant d'adapter et de se questionner, c'est ce que disait Laure, sur le discours et sur les messages qu'on a envie de donner aux entreprises aujourd'hui. Rien que de se poser la question de comment le Covid impacte aujourd'hui ma cause et comment je veux en parler de manière sincère et authentique dans ma communication. Et si je choisis de ne pas le faire parce que c'est justifié, le conscientiser pour être en capacité de répondre à la question de notre interlocuteur dans l'entreprise qui va forcément nous poser la question. Donc oui, adapter son discours quand c'est nécessaire parce qu'on n'a pas forcément les mêmes projets qui émergent et parce que le Covid-19 implique d'adapter un peu son discours. Maintenant, sur la façon, sur l'approche et sur la façon d'approcher les entreprises, non, il faut essayer de construire vraiment des rapports d'égal à égal, hein, vraiment de construire des partenariats les plus égaux possibles. Je pense que les entreprises recherchent ça aussi. D'accord. Je vois une question aussi qui s'adresse, je pense, à toutes les deux. C'est comment réagissent les entreprises sur les dons face à la sollicitation, je pense que c'est ça. Quelle est la réaction des entreprises? Est-ce que Laure il y a deux choses. Ce que disait, nous, on intervient sur de l'urgence auprès de publics fragiles directement et de personnels soignants qui sont touchés. Donc, la réaction est plutôt bonne. J'ai vu que quelqu'un aussi posait la question sur… donc, oui, les entreprises, de toute manière, sur le Covid-19, elles sont très, très, très mobilisées, que ce soit… pour la recherche, pour le soin, pour tous les publics fragiles, la Croix-Rouge a fait des choses. En tout cas, les causes directement en première ligne, les entreprises sont présentes. Donc, effectivement, après, qu'est-ce qu'elles vont faire, comment elles vont réagir pour d'autres causes. Oui, effectivement, il faut aller, je pense, voir aussi. Nous, par exemple, on a sollicité en priorité, évidemment, nos mécènes et nos grands donateurs aussi. Il y a des fondations qui nous soutiennent, des fondations familiales. Pour certaines qui réagissaient, par exemple, qui agissent que en normalement appel à projet. Et là, elles ont débloqué des fonds de manière exceptionnelle. Donc, ça a plutôt bien fonctionné. Sur l'emailing grand donateur, quelqu'un m'a posé la question. On peut dire que ce soit une grande réussite en termes de résultats, mais ça permet, moi je l'ai fait avec un outil de gestion de mails où je peux voir qui a ouvert ou pas les mails, etc. Donc ça permet aussi de voir qui a ouvert un mail, comment on peut le relancer, comment on peut… Et puis moi c'était plutôt en mode test, c'est ce que je disais, je voulais… voilà, moi en tout cas, ma priorité n'est pas nécessairement de solliciter mes grands donateurs. Aujourd'hui, en plus, l'IFI va arriver bientôt. Donc c'est… On teste, on voit, ça marche pas. Moi, j'avais pas beaucoup utilisé le mail jusqu'à présent avec mes grands donateurs. On s'aperçoit, moi, en les appelant, j'ai la confirmation qu'ils sont quand même très âgés. Donc, voilà, ça permet aussi de mieux connaître sa base et effectivement d'adapter aussi ses moyens de communication, les messages qu'on peut leur délivrer. Et pour les entreprises, moi, je pense qu'effectivement, savoir où elles en sont… et puis tester un message. Il y a des gens qui disent est-ce qu'on n'a pas devenir il y a des gens qui craignent de passer pour des mendiants ou d'abuser de la situation. J'ai vu passer des choses comme ça. Quand on est fundraiser, effectivement, on demande de l'argent. Donc, je pense qu'on ne passe pas pour des mendiants. Le tout, c'est de savoir quoi demander, sur quel timing et comment. Donc, effectivement… bien connaître les entreprises les plus en crise dans le tourisme, l'hôtellerie. En ce moment, ça va peut-être être très compliqué, mais déjà voir auprès des entreprises qui peuvent être déjà vos mécènes, comment elles se portent, comment elles sont prêtes à vous accompagner et voir un peu après, en élargissant, tâter le terrain, mais adapter bien le discours, quoi. Et savoir, je pense que quand vous savez pourquoi vous demandez de l'argent, que c'est légitime, que votre cause, elle existe, et qu'il y a toujours, vous avez vos indicateurs, le nombre de bénéficiaires, l'impact, les objectifs que vous attendez. Après, c'est peut-être une question de timing en ce moment, mais votre cause, elle était légitime avant, elle sera légitime après. Après, tout est bousculé. C'est sûr que là, ce n'est pas la meilleure période, on va dire. On pourrait être très honnête quand même. Alors, toujours sur la question… Excusez-moi, juste sur la question des messages, il y avait une autre question un peu dans ce sens-là. Pensez-vous utile et faisable de tester des nouveaux messages pour l'après, notamment au regard de l'intégration du Covid auprès de quelques donateurs? C'est un peu dans le même sens, mais pour préciser un peu ce que vous en pensez sur ce sujet-là.
Oui, merci pour la question. Oui, je pense qu'encore une fois, on est en crise, c'est vrai, il y a une situation qui bouge, etc. Mais gardons les fondamentaux, gardons les réflexes qu'on a acquis là, depuis une vingtaine d'années que le fundraising émerge aussi en France. Le réflexe de tester les messages, les nouveaux messages avant de les lancer, c'est un très très bon test. Le fait aussi d'inviter des entreprises qui sont mécènes à nous aider à tester aussi les choses, à voir qu'est-ce qui peut être le plus intéressant à faire avec les entreprises aujourd'hui. Oui, je pense qu'il faut garder ces réflexes-là et les poursuivre. Voilà, il faut garder les bonnes pratiques qu'on avait avant, en créer de nouvelles et être créatif, parce qu'il va falloir l'être, mais on a su l'être par le passé, donc il n'y a aucune raison qu'on ne le soit pas ici encore. Et il y avait une question sur le digital avec la fracture numérique que j'ai pu passer de Xavier Violet. Oui, le digital, c'est une des solutions, une des réponses. Ce ne sera pas la seule, mais c'est une des réponses. Et on sera créatif pour faire en sorte de continuer, comme on le fait aujourd'hui, à parler à chacun de nos donateurs en fonction de leur âge, en fonction de leurs possibilités, en fonction de leur localisation. Simplement, il faut se faire confiance, il faut expliquer. Ça va demander de la part des fundraisers, à mon avis, auprès des gouvernances et auprès des gens qui vont nous solliciter et finir par tourner la tête vers le fundraising et la collecte d'ici quelques semaines, voire quelques jours. Ça va demander d'être très pédagogue pour encore plus expliquer notre métier, encore plus expliquer les conditions de réussite. Et il faudra prendre le temps de faire ça encore plus. Mais oui, gardons les bons réflexes. Le test, oui. Il y a un certain nombre aussi de questions autour des mailings IFI, en tout cas de la collecte IFI. Vous maintenez le mailing IFI, mais en quoi l'avez-vous adapté? Quelle est la teneur du discours? Alors, ça reste un mailing IFI, ce n'est pas un mailing IFI Covid-19, enfin, voilà. Mais on a adapté, nous on a une lettre signée du président de l'association, forcément la lettre a été adaptée dans le contexte, avec vraiment aussi, en étant un peu plus donneur-centrique aussi, en disant, voilà, vous êtes donateur, vous êtes fidèle, donc rappelez leur attachement à la cause et qu'on a encore plus besoin d'eux en ce moment, c'est-à-dire en rappelant qu'effectivement, en fait, l'après-Covid-19, on ne sait pas trop ce que ça veut dire parce que, admettons que la pandémie s'arrête, il y aura des séquelles, il y aura des conséquences, et il y aura encore des combats à mener pour pouvoir penser un peu tout ça aussi. Donc, on a changé, on a changé ça. C'est un peu plutôt l'introduction. Après, les projets derrière sur lesquels on demande du financement pour les filles sont restés les mêmes. Mais il y a eu plutôt un chapeau un peu différent. L'enveloppe porteuse aussi. Enfin, voilà, ça a été des ajustements, ça n'a pas été une refonte totale, mais ça a été des ajustements pour contextualiser un peu. On ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. Donc, il y a eu plutôt une contextualisation de l'envoi mailing IFI, mais pas un chamboulement parce que de toute manière, l'IFI nous est fléché vers des projets précis et vers une structure précise, donc on ne peut pas faire autrement. Donc les projets restaient les mêmes, mais il y a eu une contextualisation assez forte. Et pareil pour la relance, il y a le message et la relance. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Avec, oui, pardon, j'ai oublié de dire qu'il y avait on a fait vraiment en plus, donc il y a la lettre du président qui a été ajustée et on a ajouté une sorte de fiche en plus, vraiment de contexte, justement, Covid-19. Au départ, on pensait une sorte de petit flyer pour parler d'urgence et du besoin actuel, même en période IFI. Et donc, on a vraiment fait, il y a eu quelque chose supplémentaire pour contextualiser. Voilà. Pour pas que les gens, les projets à financer, et ça n'a pas de sens de ne pas contextualiser les choses en ce moment. Merci Laure. Je regarde un peu les questions. Il y a une question sur le case of support, Marine, si tu veux. La technique, si tu peux peut-être donner des éléments supplémentaires sur comment s'y prendre, sur les conseils pratiques.
Alors, le Case for Support, c'est bien parce que j'ai pas besoin de réexpliquer ce que c'est qu'un Case for Support, donc un élément central qui va permettre aux fundraisers de la structure et à toutes les personnes qui travaillent dans la structure, quand il y a plusieurs fundraisers, mais aussi la gouvernance, d'avoir tous les éléments de discours et les éléments pour construire des offres en fonction des différentes cibles. C'est un grand classique, c'est un outil indispensable dans le fundraising, et c'est pour ça que moi, quand je me suis replongée dans les fondamentaux, dans cet outil, il y a 7 grandes parties qui sont communes et qui, en fait, viennent réinterroger tous les éléments de la stratégie. En tout cas, il y a le positionnement, il y a les projets à soutenir, il y a les façons dont vous pouvez, les opportunités d'engagement pour les donateurs, et puis les contreparties, tout ce genre de choses. Donc ça, il y a 7 parties dans ce Case for Support. Concrètement, pour celles qui n'ont pas de Case for Support, il y en a encore qui n'ont pas de Case for Support, eh ben, c'est l'occasion de travailler ce Case for Support, de faire une proposition à votre gouvernance et de la travailler avec votre gouvernance et les différents services que vous avez dans votre structure pour que ce soit un travail qui soit partagé. Donc, c'est l'occasion de le faire si vous ne l'avez pas fait et aussi de réinterroger les choses collectivement. Si vous l'avez déjà, c'est l'occasion de le réadapter, c'est ce qu'on disait par exemple au regard du Covid-19, mais aussi au regard des projets à financer et des besoins de financement qui vont probablement évoluer. Et donc, je pense que c'est un bon outil pour déjà commencer à retravailler ensemble et de manière collective en interne c'est les différents éléments qui vont guider vos actions en matière de collecte et votre positionnement. Et puis, il faut savoir, et c'est un peu ce qui est spécifique à une crise et à cette période-là, c'est que le Case for Support que vous pouvez faire émerger là, dans 15 jours, 3 semaines aujourd'hui, sera à faire évoluer à chaque grand moment et à chaque grande évolution et à chaque information que vous pourrez avoir au gré dans les mois à venir. Voilà, à la rentrée, ça va encore changer. Et puis, fin 2020, vous aurez sûrement encore de nouveaux éléments à rentrer. Et puis, ce sera pareil jusqu'à ce qu'on ait un vaccin et jusqu'à ce que vos structures, même en termes d'orientation stratégique, soient elles-mêmes complètement posées et qu'elles sachent sur quel projet elle a envie de continuer et sur quel projet elle met en stand-by, etc. Voilà. Alors, je voulais juste vous dire que le temps file. Voilà. Je vous propose qu'on prenne encore peut-être 1 ou 2 questions et juste pour compléter ce que tu disais, Marine, sur toutes les ressources pour travailler et se poser. Donc, c'est ce que tu évoquais. Juste parce qu'il y a eu quelques questions dans ce sens. On a effectivement à l'AFF ouvert notre base de données, qui est donc une base de données en ligne, qui jusqu'à maintenant était réservée à nos adhérents. Mais vu le contexte, on l'a ouvert vraiment au plus grand nombre. Donc, vous pouvez trouver beaucoup d'informations, notamment sur ces thématiques-là, mais dispatchées comme ça sur les grands donateurs, sur le Case for Support, vraiment pour reprendre les fondamentaux et trouver des ressources pour travailler, vous poser pour travailler votre stratégie. Donc ça, c'était pour répondre à cette question-là. Je laisse Héloïse peut-être faire remonter 1 ou 2 questions supplémentaires. Et voilà. Alors, il y a quelques grandes questions. Je pense que je ne sais pas dans quelle mesure on peut y répondre, mais sur un peu l'évolution de la générosité, l'évolution du don. Il y en a une notamment sur peut-on craindre une notation de la générosité par certaines causes et un relatif désintérêt vis-à-vis du fait du Covid-19. Et une autre question un peu en lien sur les évolutions du don, quelles opportunités selon vous peuvent naître de cette crise pour l'après ? Moi, je vais parler très rapidement sur les opportunités. Je pense que ça peut être lié aussi vraiment à chaque organisation. Là, c'est vraiment l'occasion de se pencher sur vraiment ses projets, son discours et en ce qui me concerne, sur la gouvernance. Je pense que là, il y a vraiment eu une agitation, une urgence sur les appels à dons. Et donc, c'est vraiment l'occasion pour moi, une des clés de la réussite, ce sera l'implication de la direction et de la gouvernance. Et je pense que c'est un facteur, on va dire, d'accélération là-dessus. Après, les opportunités, c'est aussi réfléchir. Marine parlait d'être créatif. Est-ce qu'il faut trouver des nouveaux canaux ? Est-ce que le digital, c'est pertinent et comment ?
trouver des nouvelles cibles, s'adapter. Enfin, va falloir l'opportunité. Moi, je n'ai pas une réponse toute faite là, mais c'est se poser pour essayer peut-être de faire différemment, quoi, de changer un petit peu ses habitudes. Et sur, je ne sais plus le début, mais peut-être que Marine va prendre le relais, j'ai plus en tête la première partie de la question. La première partie, c'était sur la vampirisation du les causes. Don par le Covid-19. Non, on n'a pas de réponse là-dessus, mais jusqu'à maintenant, les urgences ont eu tendance à plutôt être des locomotives et à emmener, à créer du don, à créer des habitudes de don qui étaient plutôt positives. Donc, on verra ce qu'amène cette crise-là. Après, c'est un peu différent parce que comme le Covid-19, à la différence quand vous avez un incendie à Notre-Dame, quand vous avez un tsunami, ou vous avez une catastrophe naturelle très localisée, c'est vraiment, pour le coup, un pan de la société, une géographie, une problématique qui peut être touchée. Ici, j'aimerais bien faire un sondage pour savoir qui n'est pas touché d'une façon ou d'une autre par la crise sanitaire, par le Covid-19, soit dans son organisation, soit sa cause en elle-même, soit la façon dont l'organisation est touchée, rien que par le confinement de ses équipes. Donc, c'est vrai qu'il me paraît assez difficile de dire je suis à côté du Covid-19. D'une façon ou d'une autre, on n'est pas à côté du Covid-19, on est dans le Covid-19, dans une crise et dans un changement peut-être aussi de façon de vivre ensemble. Et c'est vrai que dans le secteur de l'intérêt général, le vivre ensemble, à imaginer, à réimaginer ensemble collectivement, je crois que ça ouvre des perspectives et des opportunités en termes de renouvellement de discours, en termes de prendre le temps de justement se poser là des questions de qui sont nos donateurs, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ça, ce sont des très bonnes questions à se poser, et je rejoins Laure. En fait, on va revenir sur des questions qui existaient déjà avant le Covid, sur comment on peut renforcer et améliorer notre fundraising et nos pratiques avec la gouvernance, avec bien réfléchir sur ses besoins avant de lancer une collecte, avec trouver des éléments différenciants en prenant le temps de réfléchir à qui on est et à ce qu'on veut faire, en prenant le temps aussi d'aller au chevet de son modèle socio-économique. Vous en entendrez parler, je pense, à la rentrée, si vous n'en avez pas déjà entendu parler, puisque l'AFF organise des ateliers et des réflexions sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que d'aller avec les gouvernances et d'inviter les gouvernances à se poser la question de son modèle socio-économique, et qui n'est pas limité au seul modèle économique, ça ouvre des perspectives aussi de réinvention et des opportunités pour renforcer et aller plus loin dans nos pratiques de fundraising. Bon, il y a des questions sur l'IFI, mais le timing, c'est déjà lancé. Hein. Je ne sais pas qui est dans l'IFI, mais nous, on a les dates de déclaration ont été repoussées officiellement. Je pense qu'elles ne vont pas être repoussées avec le 11 mai. Donc, les dates restent les mêmes. Nous, on a fait une relance, je crois, aux alentours du 20 mai. Et donc, les retours, on ne les a pas encore. Hein. Ça faudra attendre que la fin de la campagne IFI pour avoir les retours.